Bienvenue sur On a Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec B-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On a Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous, super content de te retrouver pour ce nouvel épisode de On a Mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis super content de te retrouver en ce mois de septembre, ce mois de rentrée, et l'occasion pour moi de recommencer avec un nouvel invité. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de te retrouver pour un épisode et une série très spéciale du podcast On a Mind, et crois-moi, tu vas pas être déçu. Alors accroche-toi bien, mon invité du jour, et pour quelques semaines, c'est Frédéric Linker, un véritable passionné au parcours atypique et inspirant. Si tu ne le connais pas encore, tu vas très vite comprendre pourquoi il fait partie des partenaires de B-Coaching, mon partenaire sur ce podcast, et qu'est-ce qui fait de Frédéric une personne aussi unique. On va plonger dans son univers, plutôt riche, même très riche je dirais, et diversifié. On va parler de vente comportementale, mais aussi de magie, en passant par ses expériences avec les plus grands, comme par exemple David Copperfield, ou ses collaborations au sein de différentes entreprises. On va parler de motivation, de psychologie humaine et de toutes ces petites choses qui font la différence dans une carrière. Frédéric, c'est quelqu'un qui a su transformer ses épreuves, ses passions et son expérience en un véritable atout. Il a su saisir finalement la chance qu'il a lui-même contribué à se créer. Alors, autant te dire que cet échange, il est vraiment très riche. Et d'ailleurs, je ne pouvais pas garder mon format habituel, que j'aime court. Ça n'aurait pas rendu justice au contenu de notre échange. Et donc, j'ai fait le choix d'un épisode plus long, mais tellement chouette que je suis certain que tu apprécieras. Alors, si tu as envie de découvrir comment allier la magie à l'art de convaincre, ou encore comment faire de ta passion un levier pour ton parcours professionnel, cet épisode, il est vraiment fait pour toi. C'est parti pour une discussion passionnante avec un homme qui ne fait jamais les choses à moitié. C'est parti, on y va. Je te souhaite une très bonne écoute. Salut Frédéric, bienvenue sur On a Mind. Bonjour Vincent et merci pour ton invitation. Mais écoute, merci à toi d'avoir accepté de partager du temps avec moi et avec l'audience. Moi, c'est un plaisir d'échanger avec toi. Comme je le dis à chaque fois, ça me permet aussi de découvrir les gens un petit peu plus, parce qu'on échange un petit peu, mais on se connaît peu finalement. Donc, en même temps que l'audience va te découvrir, je te découvrirai un peu plus, même si j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec toi déjà un petit peu hier et d'aller voir un peu à droite à gauche ce que tu faisais. Je suis très content de t'avoir sur On a Mind, et puis tu inaugures aussi les interviews, je dirais, partenaires de B-Coaching, en ce sens que bien sûr qu'on va parler de toi, de ton parcours, de ce que tu fais, tu vas pouvoir partager tout ça avec tout le monde. Mais la particularité, c'est que contrairement à toutes les personnes que j'ai eues au micro jusqu'à présent, eh bien, tu es un des partenaires de B-Coaching. Tu as une entreprise dont tu vas pouvoir nous parler, tu offres un certain nombre de services et puis un outil particulier dont on parlera dans le cours de cet échange. Et donc, ça va être moins axé uniquement sur toi, mais également sur, je dirais, ton œuvre et ton parcours. Je vais le dire comme ça. Donc, je me réjouis. Écoute, nous sommes deux. Alors pour commencer, j'ai pris l'habitude de faire un peu une, deux, trois questions comme ça pour briser un peu la glace. Là, j'en ai préparé, je crois, trois, quatre pour toi. C'est inspiré du portrait chinois. Pour faire très court, le portrait chinois, je te pose une question. L'idée, contrairement à ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, j'aimerais vraiment que tu arrives à répondre en une ou deux phrases. L'idée, c'est pas forcément de développer le pourquoi, parce qu'on va rentrer dans le pourquoi après, dans les questions que je vais te poser, mais c'est simplement pour briser un peu la glace et que les gens se fassent déjà une idée de toi en fonction des réponses que tu donneras, sans pour autant avoir les justifications de ces réponses. Est-ce que c'est clair? C'est très clair. Top. Alors, ma première question, c'est que si tu étais un livre, lequel serais-tu? Alors, je choisirais en fait un livre qui n'a rien à voir avec le coaching, ou rien à voir avec la formation, hein. Je choisirais un livre
et plus particulièrement soit Mort sur le Nil, soit Ils étaient 10, soit Le chien des Baskerville, par exemple, mais c'est forcément un roman policier, enfin du moins avec un enquêteur, parce que j'adore tout ce qui est enquête, mystère, et trouver des solutions, ne pas avoir la solution de l'énigme avant la fin du livre. J'adore ça. Voilà. Mhm. Ok, top. Mais ça, tu vois, ça me fait sourire parce que je crois que c'est le tout premier livre que j'ai lu. J'étais ado, quoi, Le Chien des Baskerville, et enfin, qui a été vraiment pour moi une révélation. Et c'est un genre que j'adore. Donc ça me fait sourire parce que c'est un très très bon souvenir. Et tu sais que pour moi, Sherlock Holmes comme Hercule Poirot, ce sont les deux meilleurs coachs qu'on puisse imaginer. Parce que en fait, ils ont tout, hein, et ils ont le sens de l'observation, de l'écoute. Ils regardent les faits sans interprétation, puis après, bon, ben, ils regardent quels sont les comportements prévisibles. Ils font des hypothèses, ils les valident. Enfin, il y a tout. Il y a tout ce que le coaching peut apporter. Et c'est en lisant ces livres, notamment, que j'ai eu envie de faire tout ça. J'adore le parallèle et je te rejoins. Alors, mais c'est vrai que Sherlock Holmes, je fais partie un peu des adeptes de ce personnage et de ses méthodologies, de son côté bah, très romanesque et ce côté très méthodique et pragmatique. Mais on en reparlera de ce pragmatisme. Si tu pouvais bah, rencontrer une personnalité historique, euh, d'abord, qui est-ce que tu choisirais et quelle serait la question que tu lui poserais en premier? Bon, là, je vais être un peu frustré parce que tu m'as dit, il faut pas que j'en parle de trop. Et j'ai tellement envie de parler de ce personnage qui s'appelle en fait Houdini, que tout le monde connaît, mais que personne ne connaît. Hein, et Houdini, donc c'était le grand magicien américain qui arrivait à sortir des boîtes. Euh, et Houdini, il y a un film qui a été fait sur lui où on raconte sa mort. Ce film, en fait, est une légende, hein, parce qu'il n'est pas du tout mort lors d'un spectacle, pas du tout. Mais en tout cas, il est mort en 1926, hein, donc c'est pas, il n'y a pas longtemps. Et sur les dernières années, et c'est pour ça que je cite ce personnage, en fait, c'était un grand ami de Conan Doyle. Conan Doyle, lui, sa femme était spirit, et en fait, Houdini a perdu sa mère. Et c'est ça qui est incroyable parce que Houdini a été pris par l'envie de refaire une liaison avec sa mère. Et donc, il a été voir plein de spirites et à la fois, il combattait les spirites dans le même temps. Et ça, c'est génial. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que je suis en pleine écriture d'un spectacle là-dessus, sur les dernières années de la vie d'Houdini et un espèce de. Enfin, c'est un spectacle à trois personnages où on va retrouver Houdini, Conan Doyle et la femme d'Houdini, mais à l'époque actuelle. Voilà, donc je suis en plein dedans et ça me passionne. Alors, quelle question je lui poserais? Eh bien, je lui poserais la question du pourquoi. Pourquoi faire toutes ces recherches en recherchant en fait le côté magique, alors que lui-même savait que la magie n'existait pas, puisqu'il était magicien et qu'il employait des trucs. Voilà, j'étais un peu long là-dessus, mais Houdini, c'est tellement un personnage extraordinaire, parce que c'est lui qui a tout inventé, en fait, en termes de communication, de publicité, il était juste énorme. Voilà. Ok, ah, tu vois, je ne savais pas, effectivement, comme tu dis. Tout le monde le connaît, en tout cas, tout le monde connaît son nom. Alors moi, tu m'arrêteras parce que tu t'en sais sans doute plus que moi là-dessus, mais si je me trompe pas, son surnom vient d'un illusionniste français, non? Exactement. Alors, c'est pas son surnom, hein, c'est son nom de Enfin, scène. son nom de scène, pardon, Euh, ouais. et il avait piqué donc ce nom à Robert Houdin, qui est un grand magicien français. Hein. Il y a d'ailleurs à Blois, il y a un très beau musée Robert Houdin. Hein. Je vous conseille d'aller le visiter. Et Houdini d'ailleurs a eu un procès de la femme de Robert Houdin pour justement avoir repris ce nom qu'il a en fait rendu italien avec le i à la fin,
Mais il faut savoir que euh, il était des pays de l'Est, en fait, à l'origine. Personne ne savait exactement d'où il venait. Houdini, il se disait américain, mais en fait, pas du tout. Il était du côté Est, euh, proche de la Bulgarie, de la Hongrie. Voilà, c'était de là d'où il venait. Ok, ok. Donc, c'était Ah, je savais un pas ça. espèce de mélange. Il était dans l'illusion, même jusqu'à son nom. Jusqu'à son... Ok, excellent, génial. Ouais, voilà. Bah, je sais plus où c'est que j'avais lu ça, mais je me souvenais qu'il y avait un lien avec un Français, alors j'aurais pas su dire qui, etc. Donc merci pour ces informations. Comme d'habitude, de toute façon, tout ce que l'on cite, etc., je le mettrai dans les descriptions pour que les gens puissent aller retrouver, approfondir, creuser s'ils le souhaitent, euh, pour plus de transparence. Dernière question peut-être de ce portrait chinois un petit peu. Si tu pouvais voyager dans le temps, tu irais à quelle époque? Alors là, je vais pas être très original parce que je vais pas aller très très loin. En fait, si j'avais la possibilité, j'ai deux choix, en fait. Soit je reviens dans les années 80 parce que c'est des années extraordinaires où on était insouciant, on avait une liberté pas possible, on n'avait pas de guerre, hein, c'était vraiment le plaisir à l'état brut, avec l'ouverture de plein de choses, artistiquement, c'était vraiment formidable. Soit, je vais dans le futur parce que je suis pas du tout dans la pensée de avant c'était mieux. Moi, je pense que avec les outils qu'on a aujourd'hui, si je les avais eus quand j'avais 20 ans, bah, je peux te dire que j'aurais fait 10 000 fois de plus de choses que ce que j'ai fait. C'est extraordinaire. Et d'ailleurs, si on n'avait pas ces outils-là, bah, je ne serais pas devant toi et tu ne me poserais pas de questions. Et on se Exactement. serait sans doute jamais connus. Donc pour moi, aller encore plus loin, voir ce qui va encore être fait dans le futur, j'ai vraiment envie de le savoir, quoi. Ouais, ouais. Ouais, je comprends. Une dernière petite question quand même sur le portrait chinois, vu que je connais un peu ton historique. Si tu étais un sport, lequel tu choisirais? Bon, alors, je ne peux pas te répondre autre chose que un sport qui m'a tellement apporté que, évidemment, je vais te dire le basket, hein, parce que j'y ai joué beaucoup, mais j'associerais aussi avec le basket la planche à voile, parce que ça, c'est un côté que je t'en avais pas parlé, mais j'étais un, un planchiste tous les étés forcenés. Ces sports ont un point commun, c'est que c'est la philosophie de l'instant. C'est le plaisir. Euh, Parce que c'est autant un spectacle que un sport. Et c'est ça qui est génial. Merci pour cette présentation. Alors voilà, les gens qui ne te connaissent pas du tout et qui vont te découvrir avec le podcast, ils ont pu aller soutirer quelques informations dans cette présentation. Mais si tu es d'accord, j'aimerais bien que tu te présentes un peu plus, que tu puisses raconter un peu ton parcours, que tu puisses nous raconter les grandes étapes de ton parcours pour toi, avec mon objectif, il est de t'amener à comment tu es arrivé au coaching. euh, que tu pratiques encore aujourd'hui, mais que tu pratiques déjà depuis longtemps. Bon. Alors, c'est toujours très compliqué de parler de soi. Et puis, moi, je j'aime pas trop parler du passé. J'aime bien toujours parler d'avenir. Mais bon, j'ai fait l'exercice parce que tu me l'as demandé. Je me suis dit comment je pourrais me présenter très simplement et surtout de façon authentique. Mhm. Euh, le premier truc qui m'est venu, c'est de te dire que je venais d'un milieu déjà industriel, donc je suis, on peut le dire, passé à côté de mes études. J'avais deux sœurs très brillantes et qui, à chaque fois, étaient le plaisir des professeurs. Et quand j'arrivais, moi, j'étais le petit dernier. Ils pensaient que j'allais être sur la même longueur d'onde, mais ce n'était pas le cas. Il faut être honnête. Et pourquoi? Parce que j'y voyais pas de sens. J'étais donc pas du tout motivé par ce que je faisais. Et c'est là que j'ai compris que sans motivation, moi, je ne savais pas avancer. Mhm. Et ça, c'est un vrai travail que j'ai fait pendant toute ma carrière parce que à un moment donné, quand les choses ne te motivent pas, eh bien, en fait, il y a deux choix. C'est soit tu t'éteins, soit la deuxième possibilité, bah, si tu trouves pas ce que tu cherches,
bah, tu le crées toi-même. Et en fait, toute ma carrière a été basée là-dessus, sur créer moi-même ce que je n'arrivais pas à trouver. Voilà. Donc, pendant cette période scolaire, je finis à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, l'EXIP, euh, et je finis malheureusement par un accident. C'est une des phases aussi qui est importante dans ma vie. J'ai une double fracture du crâne à Cholet lors d'un match de basket pour la montée en National 2. Donc il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de National 1B, donc c'était National 1, National 2, hein, ce qui correspond maintenant à la première division, l'élite, hein, comme ils l'appellent maintenant. Donc, j'ai jamais été un joueur de haut niveau, j'étais un joueur de bon niveau, parce qu'un joueur de haut niveau, c'est quelqu'un qui joue à l'international, qui joue en National 1. Moi, j'avais un bon niveau, mais j'ai jamais joué en équipe de France, j'ai jamais joué en National 1. Je me suis contenté déjà de la nationale pendant une dizaine d'années, et c'est ça qui m'a construit. Donc, je travaillais beaucoup le sport parce que l'école m'intéressait pas. Et puis en même temps, j'étais très attiré par des choses qui sont un peu plus, on va dire un peu moins traditionnelles, parce que justement les années 80, l'ouverture de la radio, j'ai donc fait une radio, j'ai animé en radio, mais pas animé en faisant simplement du pouce-disque, parce que ça m'intéressait pas. J'ai créé une émission qui était une émission qui euh, mixait en fait des sketchs et de la musique. À l'époque, c'était du disco. Et c'était vraiment, j'avais que 2 heures par semaine, mais tout était écrit, scénarisé, donc on bossait là-dessus. Euh, j'ai également donc à la fin de cette période radio, parce que malheureusement à un moment donné ils ont remis des règles en place, remis des lois en place, et l'attribution était faite des radios à des groupes un peu plus importants, puisque moi quand j'ai débuté en fait, Énergie était débutante comme moi, quoi, hein, c'était une toute petite radio. Et donc je me suis après dirigé vers la vidéo. J'ai réalisé des films. J'étais au culot, voilà, avec rien, avec 3 bouts de ficelle. Mais des films de 52 minutes, de 1h20. Alors, ça ne laissera pas une grande trace dans l'histoire du cinéma français, hein, je suis d'accord avec toi, mais c'est une super expérience et surtout une expérience où j'ai appris à travailler avec les autres en équipe. Et ça, c'était génial. Et puis, il y a la magie. La magie qui a une part énorme dans ma vie. Je débute en faisant des spectacles de magie à 9 ans où je fais payer mes copains pour faire des tours dans ma chambre où je me fais enchaîner. Et puis derrière, je ressors de la pièce tel Houdini à l'époque, hein, voilà. Donc une vraie passion, malheureusement une passion qui coûte très très cher à l'époque, donc que je ne pourrais vraiment vivre que quand je vais commencer à gagner de l'argent, en allant notamment dans un endroit extraordinaire, c'est l'Académie de magie de Paris, c'est rue Saint-Paul, et c'est à la fois un musée et à la fois une école extraordinaire. Et j'ai rencontré ce qui se faisait de mieux en magie parce que j'ai été le premier élève de cette école. Du coup, Georges Proust, qui est le patron de cette école de magie bah, m'a pris en sympathie et j'ai même, je vais même te dire, j'ai même pu passer du temps avec David Copperfield, tu vois, parce que David Copperfield est venu à l'Académie de magie, on lui a donné une médaille, médaille Robert Houdin, justement, et il y avait tous les plus grands magiciens français, et j'y étais. Et vraiment, j'ai appris beaucoup de choses avec Copperfield en l'écoutant parler. J'étais pas forcément fan, mais c'était très intéressant de comprendre en fait comment il voyait la magie et comment nous, Français, on n'avait pas du tout la même vision de la magie. Hein, je peux te raconter une anecdote, par exemple, qui est intéressante parce que je m'en suis servi après dans toute ma carrière. C'est que on pose une question à David Copperfield, c'est pourquoi est-ce qu'il fait un trucage vidéo
au moment où en train de plier un papier pour en faire une rose. Et donc, il plie le papier, ça fait une rose en origami, et puis tout d'un coup, boum, cette rose se change euh, en vraie rose. Et il y a un deuxième effet également où il prend quelqu'un du public et il va voler avec. C'est le célèbre flying. Et donc tout le monde lui dit, mais pourquoi vous faites un trucage vidéo à ce moment-là? Et pourquoi vous prenez non pas quelqu'un du public, parce que vous pourriez prendre quelqu'un du public, mais vous prenez quelqu'un de votre équipe pour voler. Et là, j'avais jamais pensé à ça, mais il répond de façon très intelligente. Il dit, vous savez, les places sont très chères. À l'époque, on était en francs, donc c'était 500 francs la place, ce qui était énorme à l'époque, hein. Et il me dit, moi, j'ai pas le droit de louper mon spectacle. Et si je prends quelqu'un du public qui commence à paniquer parce qu'il a peur de la hauteur, et voilà, eh ben, tous les gens vont être déçus dans la salle. Et moi, je veux que ça soit beau et que ça soit fluide. Et c'est pour ça que je fais ça. C'est pour offrir le meilleur spectacle possible aux gens dans la salle. Et ça m'est toujours resté, ce respect du public et le respect de euh, l'émotion magique qui va être transférée lors d'un spectacle. J'ai trouvé ça extraordinaire. Voilà. Et je suis ressorti vraiment de cette soirée avec une idée totalement différente de David Copperfield. Et je peux aujourd'hui dire que c'est un énorme professionnel et que vraiment je suis subjugué par la façon dont il aborde ses spectacles. Ok, excellent. Ouais, c'est un respect de la prestation offerte au public, quoi, qui est assez fou, enfin, qui est poussé à l'extrême pour pouvoir satisfaire et remplir son job, quoi, finalement, mais de la meilleure des manières, quoi. Exactement, exactement. Alors, euh, au niveau du parcours, bah, quand je continue, forcément, je sors, je n'ai pas de diplôme, hein, puisque lors du passage de mon diplôme à la Chambre de commerce de Paris et de mon bac, eh ben, j'ai cette fameuse fracture du crâne. Normalement, on n'a pas le droit de redoubler, mais il me propose le redoublement que je refuse parce que je ne vois pas de sens. Parce qu'en fait, j'étais dans une formation où j'allais devenir gestionnaire ou comptable, et c'était pas du tout moi. Voilà, j'étais surtout venu à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris euh, avec l'espoir d'avoir une autre façon d'aborder l'école, et ça a été le cas puisque tous les profs venaient d'entreprises, donc ils n'avaient pas du tout la même approche que des profs classiques. Et puis surtout, je jouais pour l'équipe de basket qui faisait le championnat universitaire. Et donc, c'était aussi une super aventure. Voilà. Donc, je ressors, je n'ai rien. Donc, à un moment donné, bah, il faut bien travailler. Et là, je débute par un petit boulot, puisque je me mets à vendre en porte-à-porte du porc et long. Du quoi? Alors, voilà, exactement. Et c'est exactement ce que me disaient mes clients à l'époque. Du port c'est quoi? Eh ben, c'était en pleine montée en puissance de l'informatique, c'était du papier carbone microbulé, un truc dont personne ne se servait. Et moi, en plus, mon secteur, c'était le sentier, et notamment Ok. les magasins du sentier. Donc, inutile de te dire que c'était un peu compliqué, jusqu'au jour où je rentre dans un magasin de vêtements et là, le patron me dit, mais il pleut dehors. Et je lui dis, bah oui, il pleut. Et il me dit, ah bon, vous travaillez sous la pluie? Je dis, bah j'ai pas le choix. Et il me dit, bah je vous engage. Et là, je vais vendre des vêtements dans les grandes surfaces, des vêtements qui sont donc fabriqués dans le sentier. Euh, et je vis en fait la vérité si je mens, mais en vrai. C'est assez incroyable. Bon, je le vis 6 mois jusqu'au moment où, parce que je gagnais en fait peu d'argent, ils me considéraient comme un débutant et ils avaient raison, hein. Et mon père qui était complètement déprimé de me voir aussi peu gagner d'argent, désespéré, décide de me trouver un travail. Et donc, il lit les petites annonces.
Et à ce moment-là, son patron rentre dans l'entreprise et il croit que mon père recherche une place. Et il croit que c'est lui qui lit les petites annonces pour lui. Et là, mon père est pris de panique et lui dit non, non, c'est pour mon fils. Et mon père ne voulait absolument pas que je travaille dans sa boîte, mais pas du tout, parce que c'était une boîte, c'était le premier reprographe de Paris, donc c'était une boîte qui était très assise avec des représentants, à l'époque ça s'appelait comme ça, des VRP. Mhm. euh, et donc, ben, je suis engagé par ce PDG, dont le chef de vente, d'ailleurs, n'est pas forcément OK avec ma venue, donc il va me pourrir la vie, ce qui va m'obliger, moi, à faire preuve vraiment beaucoup de mental. Comme j'étais débutant, bah, au bout de 6 mois, je n'avais pas de résultat, c'était très clair, et donc il me convoque, il me dit, je vais vous demander donc, enfin, je vais vous licencier. Et là, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me dis, c'est pas possible, j'ai plein d'affaires en portefeuille. Ben, je vais jouer mon va-tout. Et je lui dis, écoutez, ben, si je pars, ça va vous coûter de l'argent, hein, si vous me faites partir. Je vous propose de me garder pendant un mois supplémentaire. Si je ne fais pas d'affaires, eh bien, c'est moi qui vous donnerai ma démission. Et donc, vous ne paierez rien. Si par contre, je fais des affaires, là, vous me gardez. Et là, le premier truc que je fais en sortant de ce bureau, c'est d'aller voir les 2 meilleures vendeuses de cette boîte. Et je leur dis, il faut m'apprendre. Faut m'apprendre ce que vous faites. Et elles ont été super aidantes parce qu'elles m'ont appris. Et du coup, un an plus tard, j'étais le deuxième meilleur vendeur de cette boîte parce que j'avais compris. Et ça m'a toujours servi dans toute ma carrière. C'était euh, comprendre comment, en fait, tout ce qu'on raconte sur les techniques de vente est très associé à la motivation comportementale, à la façon d'être. Et ça, je l'avais pas, cette notion-là. Et je l'ai appris à ce moment-là. Et c'était assez incroyable, jusqu'au moment où ben, je faisais tellement d'affaires. Et puis, comme j'étais tout jeune, je n'étais pas payé à la hauteur de mes résultats puisque c'était une boîte qui payait encore en fonction de l'expérience. Donc moi, tout jeune, alors que j'étais le deuxième meilleur euh, chiffre d'affaires, ben, j'étais moins payé. Et je suis appelé par un type qui me dit, très intelligent, d'ailleurs je le remercierai toute ma vie, c'est Jean-Claude Boucher, qui était un type très talentueux et qui m'a tout appris et qui me dit, écoutez, vous me piquez toutes les affaires, donc j'ai deux choix avec vous. Soit à chaque fois que je suis contre vous, je casse les prix, soit je vous engage. Et ce type, en fait, il débutait, alors que moi j'étais dans une très grosse boîte, et je sais pas pourquoi, je le sens bien, et j'y vais. On est resté 15 ans ensemble, donc je vendais des copieurs grande largeur pour les architectes et les bureaux d'études. Et on a fait un super parcours parce qu'on est parti de zéro en chiffre d'affaires. On est monté à l'époque à 50 millions de chiffre d'affaires. Pour une toute petite boîte comme celle-là, c'était juste incroyable. Et vraiment, je me suis éclaté parce qu'il m'a laissé grandir. Et à 30 ans, je me suis retrouvé chef des ventes de cette boîte jusqu'au jour où il m'a convoqué. Il m'a dit, voilà, je vous ai préparé une feuille. Il faut la signer. C'est votre démission. Et là, je n'ai pas compris. Et en fait, il m'a dit, je vous ai tout appris et il faut que vous partiez parce que si vous ne partez pas, vous allez vous perdre. En fait, vous allez finir vieux ringard. Donc, euh, voilà. Allez, il faut voler de vos propres ailes. J'ai signé cette feuille et là, j'ai compris ce que c'était que la motivation parce que, en fait, il m'obligeait à être motivé, à partir en étant motivé puisque je n'avais plus rien. Je n'avais pas le droit à de la rémunération. Et il m'a fait un super cadeau, en fait. Mais ça, je l'ai compris tout de suite. Donc, du coup, ben, j'ai monté une société qui était. Enfin, non, je n'ai pas monté une société au départ. Au départ, j'ai intégré un cabinet de consulting, puisque je voulais travailler sur les techniques de vente et pouvoir transférer ce que je savais sur les techniques de vente à d'autres. Technique de vente dans le luxe, dans le milieu du luxe. Là, j'ai
appris quelque chose de nouveau. J'ai appris qu'on pouvait voir les choses complètement différemment. Pourquoi? Parce que moi, quand je travaillais dans l'industrie, quand un produit ne se vendait pas, on baissait les prix. Et là, je découvre, dans le monde du luxe, qu'il y a un truc incroyable, c'est que quand un produit en luxe ne se vend pas, eh ben, il suffit d'augmenter les prix pour que ça se vende. Et là, j'avoue que ça remet en cause tout mon monde, toute ma construction, et je comprends qu'en fait, il y a plusieurs façons de voir les choses. Et ça, c'était top. Voilà. Rien que pour ça, j'avais pas perdu mon temps. Très rapidement, je m'aperçois que en fait, j'ai des techniques qui me sont propres et que j'aimerais bien les faire par moi-même. Je monte un cabinet de consulting qui s'appelle FL Consultant. Euh, du coup, je travaille pour HP, qui était mon fournisseur à l'époque, et je deviens donc leur formateur. Et vraiment, je prends beaucoup de plaisir. Je commence à me former, notamment en ProcessCom. Je passe ma certification de ProcessCom. Alors, la ProcessCom, c'est une technique, c'est une combinaison d'analyse transactionnelle, des portes d'entrée de Paul Ware, du triangle dramatique de Karpman. Je vous en parlerai un peu après. Comme je suis dans ma lancée créative, je crée une école de magie pour les enfants et les adultes d'ailleurs, hein, puisqu'il y avait des cours de 7 à 11 ans et il y avait des cours jusqu'à 70 ans et plus. Hein, et cette école, elle s'appelle Akil Tour et elle existe toujours. Et je comprends un truc, c'est que quand je crée cette école, tout le monde me dit, Frédéric, c'est impossible, ça ne tiendra jamais. Ça ne peut pas fonctionner parce que tu ne fais pas partie de la Fédération française de magie, c'est une école indépendante et tout. Et en fait, je m'aperçois que ben, il n'y a rien d'impossible. Et que l'impossible, ben, pourtant, c'est devenu possible. Et en plus, ça a duré énormément. Et aujourd'hui, ça dure encore. Et je vous invite, c'est une école qui est au Plessis-Bourssard, à côté, dans le 95, et notamment à Boulogne, à côté de Paris. Et on a formé des centaines de magiciens. Alors, j'en suis plus le président aujourd'hui, je suis le président d'honneur parce que j'ai symboliquement remis les clés au premier élève de cette école, qui est devenu le président, et ils font des trucs merveilleux avec des spectacles chaque année, et je suis très, très fier d'eux. Ensuite, je rencontre un type qui est un génie de l'informatique, euh, qui s'appelle Guy Marcadet, et qui a créé un logiciel. Et ce type me demande de l'aider à commercialiser ce logiciel. Donc déjà, il me montre le logiciel qu'il avait fait dans son garage comme ça, tout seul. C'était un truc de malade, puisque c'était un logiciel d'analyse de protocole en téléphonie mobile. En fait, ça gérait la gestion de la qualité des appels d'un réseau. En clair, il était capable de se plugger sur n'importe quel réseau en 1 heure, de capter tout ce qui se passait sur un réseau et d'en faire une analyse. Et ça n'existait pas, puisque jusqu'à présent, il y avait des voitures qui sillonnaient Paris pour essayer tous les téléphones portables à toutes les heures de la nuit, et ça coûtait un fric monstre. Et là, il avait un logiciel qui était juste incroyable. Et donc, je l'aide à faire ça. Et puis, à un moment donné, il vient me voir et il me dit, voilà, je suis crevé, je veux vendre ma boîte. On lui en offre 3 MF. Et je prends donc le dossier et je finis par signer à 80 MF. Et pendant cette négociation, en fait, je vais utiliser que des techniques comportementales et motivationnelles. Ça a été une expérience pour moi incroyable. Et, euh, et Guy, qui était très cartésien, n'en croyait pas ses yeux. Et on repart avec 80 MF, en plus payé comptant. Donc c'était absolument royal. Ça a évidemment changé nos vies à tous, hein. D'autant que
il y avait une obligation. Et cette obligation, c'était que je devienne le directeur des ventes internationales de la business unit qui qui nous rachetait. Et je n'avais pas forcément envie de faire ça. C'était pas là où je me voyais, mais j'accepte parce que si je n'accepte pas, je pense que Guy m'aurait trucidé sur place. Et donc, je deviens ce directeur des ventes. Donc, je fais de l'avion, je fais voilà, un métier qui me passionnait pas forcément, mais payé honteusement bien. Euh, et au bout de 3 ans, je crois, je décide d'arrêter pour revenir en fait à ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire étudier un truc qui me passionne, c'est pourquoi est-ce qu'on vend, pourquoi est-ce que parfois je vais faire une affaire hyper simplement. Parfois, ça va être hyper compliqué. Parfois, je vais me sentir bien. Parfois, je vais me sentir très difficile dans tout ce que je fais. Et j'y vais au culot et je contacte en fait KCF, Keller Communication France, pour leur proposer d'adapter en fait la ProcessCom à la vente. Ils acceptent, je rentre dans ce cabinet, je rencontre des gens étonnants qui changent un peu ma vie également, hein, des gens comme Debbie Keller, comme Paul Ware, les portes d'entrée, comme Terry McGuire, le recruteur de la NASA, comme Stephen Cartman, bon, des gens dont tout le monde parle, mais que personne n'a vu. Et moi, je passe du temps avec ces gens-là. Et je me dis, wow, quelle chance, quoi. Voilà, donc je me certifie en santé émotionnelle au travail, en triangle dramatique. Je travaille beaucoup avec quelqu'un qui aujourd'hui est devenu le représentant du triangle dramatique en France, qui a fait de nombreux bouquins là-dessus, qui s'appelle Jérôme Lefeuvre, que je vous conseille, qui fait de l'excellent boulot. Et puis à un moment donné, je, je sens que j'ai besoin de passer à autre chose parce que on est trop dans une pensée unique avec uniquement un truc, la ProcessCom, qui est censé résoudre tous les problèmes du monde. Et, voilà. Et j'ai trop l'impression qu'on est en train de faire rentrer le monde dans la ProcessCom, alors que pour moi, c'est l'inverse. C'est la ProcessCom qui devrait rentrer dans le monde. Et je crée donc mon cabinet qui s'appelle l'INSEL, l'INSEL Consultant. Et là, je me lance donc dans ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est-à-dire de la vente comportementale. Management comportemental, vente comportementale. Et là, je tombe sur un patron qui s'appelle Pierre Laplante, qui est une personne avec qui je vais bosser pendant 20 ans, qui est le patron de Cemex, fournisseur de béton, et je vais former tout le monde chez lui. Donc j'ai formé énormément de monde, mais sur 800 personnes sur 2 ans. Donc c'était absolument énorme. Donc je deviens vraiment un gros faiseur en analyse transactionnelle, en process com. J'ai eu le temps vraiment de regarder comment ça marche, pourquoi ça marche, de tester. Et à la fois, arrive un moment donné où je me dis, il me manque un truc. C'est que toutes ces techniques, qui sont aujourd'hui très décriées, j'en parlerai peut-être plus tard de ça, euh, mais ce sont des techniques observatoires. C'est des choses qui te permettent d'observer une situation. Et moi, il me manquait, en fait, un chaînon manquant, c'est une fois que tu as observé la situation, qu'est-ce que tu fais derrière? Qu'est-ce que tu proposes aux gens? Voilà, pour changer. Parce que dire à quelqu'un t'es moche, c'est facile. Mais lui dire comment il pourrait être beau, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Et en matière comportementale, bon, ben, je me dis, il me manque quelque chose. Et là, je tombe sur Michael Apter, la théorie du renversement.
qui était une théorie en plus, et ça j'aime bien, qui est validée. Paris 8 vient encore d'organiser le rassemblement de la théorie du renversement avec Michael Apter, donc qui repose quand même sur des choses qui sont euh, reconnues, étudiées. Voilà, Michael Apter est un chercheur, il a fait de nombreux livres là-dessus, spécialisés dans la motivation. Et là, je me dis, ben voilà, la motivation, en fait, c'est ça qui, si je devais donner un mot dans toute ma vie, c'est motivation. C'est le mot que je donnerais. Et donc, je vais aller bosser ça. Euh, je crée donc Apter France. Je co-crée, hein, puisqu'on était trois, Apter France. Et à la fois, très rapidement, je me sens un peu, comme je m'étais senti d'ailleurs pour la ProcessCom, un peu limité, dans le sens où euh, j'aime bien ouvrir un maximum toutes les possibilités, le champ des possibles. Et je me dis, en fait, avec tout ce que j'ai appris durant toutes ces années, les gens que j'ai croisés, qui étaient pour beaucoup formidables, eh bien, est-ce que c'est pas le moment de créer quelque chose qui soit un outil facile, accessible, qui puisse être utilisé par n'importe qui et qui regroupe en fait à la fois les connaissances que j'ai pu avoir, l'expérience que j'en ai de leur utilisation, et je crée Motivé pour, qui va développer en fait tout ça. Et puis quelque part en fait c'est l'aboutissement d'une carrière, Motivé pour. Donc pour moi c'est très important, et en plus je m'aperçois que ce projet suscite énormément de motivation chez plein de personnes qui proposent de m'aider, puisque moi j'étais tout seul hein, avec mon couteau, voilà, tranquille. Et du coup, ben, je peux faire des choses que je ne savais pas faire, notamment Bruno va m'aider à construire une maquette. Aujourd'hui, Analia me propose d'aller encore plus loin. Elle m'aide absolument à tous les niveaux pour faire monter en puissance. Et voilà, j'en suis là dans, euh, dans mon parcours. Donc, je ne sais pas si ça résume tout ça. Mais, Écoute, alors merci beaucoup déjà. Oui, ça résume. Tu vois, je pense que l'audience se rendra bien compte de la richesse de ce parcours que moi, je trouve impressionnant. Alors, il y a l'expérience en termes de temps, bien entendu, mais il y a aussi des étapes clés que tu as relevées et qui font que bah, j'avais envie aussi de te rencontrer parce que, en fait, ce que je vois, si tu me permets, ce que avec mon spectre et tu vois, en t'écoutant et en écoutant ton parcours, ben, tu le dis, c'est le motivé pour, c'est le résultat d'une carrière, de tout ce que tu as appris, cumulé en termes d'expérience, de personnes rencontrées, etc. Mais malgré tout, en fait, tout le long de ton parcours, j'ai l'impression que, euh, donc, si je résume, tu es passé plutôt par la vente, c'est oui. plutôt ça ta porte d'entrée, mais, enfin, je ne sais pas si c'est un mais, parce que le mais, c'est quelque chose qui oppose les choses et je suis pas sûr que ce soit opposé. J'y vois en fait depuis le début une ligne d'être humain, tu vois, de la compréhension de la psychologie humaine. Tu as parlé énormément de motivation. Et en fait, tout au long de ton parcours, que ce soit dès le départ, avec le coup d'aller voir les deux meilleures vendeuses pour comprendre comment elles fonctionnent et apprendre d'elles, il y a déjà une envie d'essayer de comprendre quelque chose derrière. Tu vois, c'est pas juste reproduire, il y a cette envie de comprendre les choses. Et j'ai l'impression tout au long de ton parcours que c'est ce que tu as cherché à faire, d'essayer de comprendre comment fonctionnaient finalement bah, les êtres humains avec qui tu travaillais et les êtres humains dans leur ensemble. Puis ça t'amène à avoir une expérience de vie assez folle, à rencontrer des gens. Tu parlais euh, de Michael Apter, qui est chercheur. Tu parlais de différents psychologues, le triangle Cartman, enfin, des personnes qui ont cherché à comprendre et à expliquer un certain nombre de fonctionnements de ce que l'on peut expliquer, parce que je pense qu'on ne peut pas tout expliquer. Mais voilà, j'y vois un fil rouge en fait dans ce parcours assez extraordinaire, même si sur le papier, bah, je sais pas, si on regarde juste ton CV, je suis pas sûr qu'on voit ce fil rouge, tu vois. Et donc voilà, je trouve ça assez impressionnant. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve ça assez impressionnant d'avoir ce fil rouge de l'humain derrière. Alors, c'est vrai, ce que tu dis, c'est tout à fait exact. Alors, j'en avais pas conscience, hein.
J'en ai pris conscience en fait après. Et d'autant plus que j'oublie deux choses qui sont quand même très très importantes. C'est que pendant tout ce que je t'ai raconté, je vais également donner des cours. Euh, Truc pour moi qui était juste incroyable au Collège d'ingénieurs. C'est le CDI, qui est un MBA international, qui forme en fait l'excellence des ingénieurs. Et je me retrouve face à un public qui va très très vite, très 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 vite. Et là, je suis obligé de creuser forcément toutes mes techniques et de les coupler, avec le comportemental, parce que ce sont des gens qui réfléchissent peut-être bien plus vite que moi. Mais parfois, le côté comportemental, c'est pas ce qu'ils ont développé, et c'est ce qui leur manque, et c'est ce qu'ils viennent chercher en fait. Et ça, ce côté comportemental, eh bien, je vais utiliser une autre facette de ce que je fais, c'est la magie. Et en fait, je vais faire des tours de magie pendant mes cours et montrer comment, en fait, quelqu'un peut se faire berner avec des illusions, juste avec un travail de com, souvent sur des illusions que tu pourrais lire dans Picsou Magazine. Mais comment est-ce que, tout en étant super intelligent, on n'arrive pas à comprendre le fonctionnement de notre cerveau et comment il peut être berné. Et je vais baser tout là-dessus. Et donc, ça va m'obliger à comprendre pourquoi une illusion, ça marche. Pourquoi est-ce que quand tu emploies tel mot, ça va déclencher tel comportement chez quelqu'un. Voilà, parce que on est dans la magie. Et ça va tellement me plaire, ce côté-là, que je vais écrire un spectacle là-dessus, que j'ai joué 3 ans à Paris, qui s'appelle Ramène ta thune, hein, ce qui est l'histoire d'un grand gourou qui gouroutise toute la salle. Euh, et on a fait des télés avec ça, on a fait des festivals. Et l'idée, elle était bien là. Elle était que c'était une pièce de théâtre, on était 3 sur scène, et on était dans la combinaison des effets magiques et comportementaux, et on en tirait le maximum qu'on puisse en tirer. C'était vraiment extraordinaire. Moi, je me suis éclaté. On a joué au Grenier, c'est un petit café-théâtre parisien, une soixantaine de places, que je vous conseille à tous parce que c'est un des derniers lieux qui existe à Paris qui soit vraiment dans l'image du café-théâtre qu'on pouvait avoir dans les années 80. Et c'est un magnifique petit endroit où vous voyez des gens que vous voyez nulle part ailleurs. Et ça, c'est très, très sympa. Voilà. Donc, en fait, j'ai regroupé tout ce que j'avais appris, avec, y compris la magie, hein, et y compris le sport, parce que je vais aussi utiliser le sport beaucoup dans mes interventions, et faire des interventions avec des sportifs de haut niveau que j'aurais jamais pensé rencontrer si j'avais pas fait tout ça. Ouais, c'est génial. Et tu vois le lien avec la magie que tu fais avec la magie. Je le, ouais, je le comprends parfaitement, en fait, ce côté pouvoir démontrer comment quelqu'un d'intelligent peut se laisser illusionner. Je ne sais pas si ça se dit de cette manière-là, C'est ça. mais peut se laisser illusionner parce que parce qu'il y a, il y a des techniques, parce qu'il y a des choses qui peuvent être expliquées, et puis parce que l'intelligence ne fait pas tout, qu'il y a l'émotionnel, qu'il y a plein de choses autres que simplement l'intelligence au sens strict du terme, j'entends. Et donc, ouais, je vois parfaitement ce lien. Et je trouve, peut-être je terminerai là-dessus, un peu moi, je le vois comme ça, mais c'est une sorte un peu pour quelqu'un, tu l'as dit à plusieurs reprises, qui a pas réussi ses études, pour qui l'école avait pas beaucoup de sens, enfin, c'était complexe, etc. D'aller donner des cours dans un MBA international pour des ingénieurs, je trouve la crème même des ingénieurs. Bah, je trouve que c'est une sorte un peu de revanche comme ça sur la vie, sans avoir un côté négatif, hein, bien au contraire. Je trouve que ça démontre aussi que, et ça rejoint une des phrases que tu as dites, il n'y a pas qu'une façon
de voir les choses, il n'y a pas qu'une façon de les faire non plus, et que en fonction de parcours divers et variés, on peut quand même réussir des choses assez extraordinaires. Donc, Oui. ouais. Il n'y a pas qu'une façon de réussir. Je vais t'en parler aussi sur le monde du coaching, justement, et ces techniques en 3 points pour réussir sa vie. Voilà. Euh, je- j'ai eu de la chance, hein, et il en faut. C'est que pour les Américains, par exemple, ne pas avoir de chance, c'est une faute professionnelle. Euh, il faut de la chance, mais il faut aussi, à un moment donné, la saisir, cette chance. Donc, c'est quelque chose, la chance, ça se provoque. Mhm. Il faut la provoquer, mais quand elle passe devant toi, il faut aussi savoir la prendre. Et parfois, ça fait peur. Donc, il faut gérer tes peurs. Et tu vois, moi, je ne vis pas ça comme une revanche, hein, donner des cours. Je vis ça comme un cadeau. Je t'assure que pour moi, chaque année, c'est un plaisir immense d'aller là-bas. Et d'ailleurs, je remercie Philippe Maher et Bruno Boulet de me donner l'opportunité de pouvoir faire ça. Je suis un des plus vieux professeurs de l'école. Ça fait je sais pas, 20 ans que je donne des cours là-bas et je m'éclate chaque année, chaque année. C'est formidable parce que, en fait, il m'oblige à repousser les limites à chaque fois, à aller de plus en plus vite. C'est vraiment topissime. Voilà. Génial. Dans le même sens, Bouygues, à un moment donné, a développé un programme qui s'appelait Marco Polo, qui était le programme du développement des hauts potentiels de Bouygues. Mhm. Et donc, j'ai été incorporé dans ce programme et je faisais un stage qui s'appelait La magie du face-à-face. C'était en Suisse pendant une semaine dans une ancienne abbaye. C'était un truc incroyable. Moi, j'intervenais 2 jours et je faisais un stage uniquement sur un tour de cartes. Je leur apprenais un tour de cartes et derrière, ils devaient reproduire ce tour de cartes. Ce tour de cartes était simple, euh, mais, mais pas si simple que ça, parce que ils allaient devoir faire plusieurs choses en même temps, ce qui est très difficile pour le cerveau, et à chaque fois prendre en compte non seulement l'effet, donc la technique même de l'effet, mais également le comportement du spectateur qui était face à eux. Et donc, c'était un exercice très, très compliqué. Alors, c'était tiré d'un tour qui est très connu dans le monde de la magie, qui s'appelle Vietnam de Dai Vernon, qui était considéré comme le professeur. Mais également, j'utilisais beaucoup le savoir-faire d'un magicien espagnol très connu également, qui s'appelle Juan Tamaris, ou de son fils spirituel actuellement, qui s'appelle Danida Ortiz. Donc c'était pour moi un terrain de jeu extraordinaire, et ça l'est encore, hein, puisque j'interviens encore en septembre chez eux, vraiment formidable. Et voilà, on arrive à la fin de ce premier épisode avec Frédéric Linker. Franchement, quel parcours incroyable. J'ai adoré cet échange et tu n'en as vu qu'une partie. On a pu découvrir plus de 30 ans de carrière pour en arriver à la création de Motiver pour, qui sera le sujet d'un futur épisode. Mais avant ça, entre la magie, le monde de la vente, les rencontres inspirantes et cette capacité à toujours se réinventer, Frédéric, il nous a montré que la clé du succès, finalement, c'est avant tout la motivation et la capacité à s'adapter. On a vu comment il a utilisé son expérience, sa passion pour la magie et son expertise en comportement pour toujours avancer. Il nous a partagé des anecdotes fascinantes, que ce soit son lien avec, par exemple, David Copperfield, dont il nous a parlé, ou bien ses astuces pour toujours garder une longueur d'avance, notamment dans les négociations et cette réussite à faire passer un chiffre de quelques petits millions à plusieurs dizaines de millions. Tout ça toujours avec humilité, avec pragmatisme, des valeurs qui sont au cœur de sa démarche. Mais rassure-toi, on ne s'arrête pas là. Dans les prochains épisodes, Frédéric il va revenir avec nous pour explorer d'autres sujets tout aussi passionnants. On va plonger dans sa vision de l'évolution du monde du coaching. On va parler encore et toujours de motivation, mais aussi de gestion de l'adversité. Et on va découvrir des outils, des méthodologies pratiques pour avancer dans le métier qu'est le coaching ou l'accompagnement de manière plus générale. On va discuter aussi de l'importance du pragmatisme et de l'humilité, et bien sûr de son outil, le Selfie Coach, et comment il pourrait bien révolutionner ta façon de travailler sur toi ou d'accompagner tes clients. Bref, tout un programme qui, je te le garantis, vaut le détour.
Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas bien sûr de laisser un petit commentaire, de partager tes impressions et surtout de nous dire ce que tu aimerais qu'on aborde dans les prochains épisodes après Frédéric. On va continuer comme ça et si tu veux soutenir le podcast, pense à t'abonner et à laisser une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça aide vraiment à faire grandir cette belle communauté. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de On Mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. Et d'ici là, prends soin de toi et à très vite. Bye bye.